Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Baudouin-Wisselman. Bonjour Louis Rigaudière. Bonjour Baudouin. Vous dirigez la communication de Ligne Droite sur les réseaux sociaux et vous nous parlez de ces remises en question si rares dans le petit milieu des journalistes. Et oui Baudouin, la semaine qui s'est écoulée aura été marquée par des prises de position de journalistes, politiques ou intellectuels, pour le moins surprenantes, notamment sur l'impact que peuvent avoir ces fameux vérificateurs d'informations comme Julien Pain, sur lequel nous reviendrons bien sûr, ou experts autoproclamés qui squattent de façon permanente les plateaux télé pour nous expliquer ce qu'il faut comprendre, croire ou ne pas croire. On va commencer par un extrait issu de la chaîne ukrainienne, plus communément appelée LCI. Lors d'une émission consacrée à l'isolement supposé de Vladimir Poutine, l'animateur Éric Brenet s'est lancé dans une tirade totalement inattendue et qui a gêné ses intervenants en plateau. Je vous laisse profiter de ce mea culpa aussi rare qu'inhabituel. Mon général, vous avez la parole. Laissez-moi formuler une question. Je vous accuse solennellement tous, et je me mets dans le lot, d'avoir expliqué à tous ceux qui nous regardent depuis 1 an et demi de guerre que Poutine, ça n'allait pas tenir. J'oublie le passage où on a dit qu'il avait 25 cancers, 25 cancers et qu'il allait mourir dans la semaine. J'oublie ça. Que les sanctions internationales allaient tuer l'économie russe, que des oppositions émergeraient, que sans ces oligarques qu'il allait s'effondrer, que l'économie s'était terminée, que des alliances, on voyait déjà dans les anciens États soviétiques des mésalliances se formaliser et qu'il n'aurait plus aucun soutien nulle part. Et ce Poutine pérore, il est l'idole du Sud, on en parlera dans un instant. À Gaza, le monde arabe est en train de dire bravo, Poutine médiateur de la paix. Alors, après le plus magnifique retournement de veste médiatique, on en revient au fameux Julien Pain, ce journaliste spécialisé dans la chasse aux politiquement incorrects, qu'ils ont volontairement rebaptisé les fausses nouvelles, déplore que ses travaux ne portent pas suffisamment pour changer les opinions et les faire rentrer dans un moule idéologique plus convenable. Que ce soit sur l'Ukraine, le Covid, le grand remplacement et maintenant Israël, toutes les occasions sont exploitées pour pointer ceux qui ne pensent pas droit sous peine d'être qualifiés de complotistes aux yeux de ces vérificateurs. Mais pas de bol pour ce Julien Pain, perdu dans un flot de critiques incessants à son égard et ceux qui lui ressemblent. Julien s'est donc plaint la semaine dernière sur le plateau de France 5. Ça devient très compliqué parce que, alors, si on prend plus l'exemple du conflit israélo-palestinien, les gens ont eu des telles certitudes, ils sont tellement engagés dans des camps, des tels biais idéologiques, qu'on a beau les confronter à un démenti par A plus B, avec une enquête sérieuse, les gens n'arrivent pas à changer d'opinion. Et c'est extraordinaire, c'est ce qui s'est passé avec ces événements terribles à l'hôpital Al-Ali. On a vu, on commence à avoir des éléments qui montrent qui est responsable. On commence à sentir ce qui est en train de se passer. Il y a des analyses qui sont faites, des analyses d'images, de voix, il y a des éléments de preuve qui commencent à arriver, mais on voit bien que ça n'a pas d'impact sur les gens. Les gens qui étaient persuadés que c'était Israël continuent à le penser. Les gens qui sont persuadés que c'est le Hamas continueront à le penser. Et pour moi, dont c'est le travail de faire du fact-checking, de la vérification de l'info, qui suis journaliste, c'est dur. Parce qu'on a beau travailler, on a beau enquêter, quel impact on va finir par avoir sur les gens ? C'est trop tard, la vérité n'a plus d'importance. On a choisi son camp. Et on a choisi la vérité qui nous arrange. Le monde politique intellectuel nous a également réservé de belles surprises. Oui, alors si je vous dis Jacques Attali, vous pourriez penser à celui qui gouverne aux côtés des présidents de la République depuis 1981, celui qui impose un plan mondialiste européiste sans possibilité de s'y opposer. Vous auriez raison, mais n'oubliez pas qu'il nous a surpris plus d'une fois ces derniers temps. Rappelons qu'il a soudainement pris la défense des frontières, dénonçant au passage l'incapacité de l'Europe à maîtriser ses flux migratoires, en employant même le terme de passoire. Ce qui, pour Jacques Attali, est très, très étonnant. Mais la semaine dernière, celui qui a permis à Macron de devenir ce qu'il est aujourd'hui s'est exprimé sur le conflit au Moyen-Orient. Alors vous pourriez croire que son soutien à Israël serait inconditionnel. Eh bien, vous auriez tort. Il y a une colonisation insupportable de mon point de vue. Moi, je suis totalement contre la politique de colonisation. Je pense qu'un des Là, vous parlez du gouvernement Netanyahou. Je pense que Netanyahou est d'un pire ennemi de la survie de l'État d'Israël. Je pense qu'il devrait être en prison. Je pense que personne n'a nui à Israël autant que lui. Il est plus nuisible encore que les adversaires les plus terribles, de mon point de vue. Donc j'espère qu'il va bientôt quitter le pouvoir, même s'il a pratiquement déjà quitté le pouvoir, puisque le cabinet de guerre est dirigé par 2 généraux tout à fait honorables, qui d'après ce que je comprends, n'attachent plus d'importance à son point de vue.
Et puis en ce qui concerne le monde politique, la France insoumise continue de se déchirer, mais rarement par médias interposés. Cette fois, c'est le député Raquel Garrido qui a ouvertement dénoncé la mainmise de Mélenchon sur le parti. Une prise de position rare et plutôt courageuse quand on sait combien il est risqué de ne pas suivre la voie du chef grâce aux révélations choquantes de l'affaire Sofia Chikirou. C'est vous qui avez dit que Jean-Luc Mélenchon n'a fait que nuire depuis 10 mois. Ça veut dire quoi ? Oui, je dirais peut-être même depuis peut-être 1 an, parce que c'est depuis l'affaire Quatennens. Mais donc pourquoi vous... Est-ce qu'il est temps de tourner la page ? Madame Lambray, monsieur Baudot, moi je suis tout aussi insoumise que Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi est-ce que c'est moi qui dois faire un pas de côté ? Jean-Luc Mélenchon ne fait même pas partie du groupe parlementaire. Donc c'est à lui de partir et d'arrêter d'avoir cette influence sur la NUPES, Jean-Luc Mélenchon aura toujours une influence. Mais je lui demande de se poser la question de savoir comment il utilise cette influence. Alors pour une fois, bravo et bonne chance à elle, car les conséquences en interne seront, on l'imagine, difficiles à gérer. On soulignera également le fait que les journalistes ne l'ont pas questionné sur les propos choquants qu'aurait tenus sa fille sur les victimes du Hamas, alors que Damien Rieu avait dévoilé ces informations la veille de l'entretien. Un manque de professionnalisme qui ne nous surprendra pas, venant de ces journalistes qui se mettent si rarement en question. C'est pourquoi tous ces mea culpa méritaient à eux seuls une chronique dédiée. Merci Louis Rigaudière pour cette chronique. On découvre que Julien Pain, c'est plutôt Julien Pain qui découvre que en fait les gens ne le croient pas forcément. Non, bah oui, il y a beaucoup moins d'impact. Les gens ont des avis. Ouais, oui, non, c'est ce que je voulais dire dans la chronique. Un peu sur Julien Pain, quel a été ses travaux, tout ça, notamment pendant le Covid. Il a France Info, il a une émission qui s'appelle Vrai ou Fake, il me semble, si je ne me trompe pas, et forcément il est là pour démonter toutes les idées reçues sur des sujets très consensuels, évidemment, l'Ukraine, Israël, le grand remplacement, le Covid, etc. Et c'est une figure très connue de nos auditeurs, évidemment, et très appréciée, on l'imagine bien. Je crois que c'est le vrai du faux, sa chronique sur le vrai France du faux, Info, c'était en français, donc c'est encore mieux. Mais donc voilà, c'est malheureusement ça, il le constate lui-même. C'est vrai qu'il y a parfois des enquêtes qui sont bien faites et des recherches qui sont assez abouties, mais ils n'ont plus d'impact et les gens ne les écoutent plus, comme la plupart des médias globalement. Les gens ne se focalisent plus n'accordent plus leur confiance sur les grands médias et vont plutôt se diriger vers soit des médias alternatifs, un peu comme nous, ou des réseaux sociaux. Donc c'est que la confiance est rompue au départ pour cet aspect un petit peu moralisateur. On va vous dire quoi penser pour vous adapter dans un moule très idéologique et très bien pensant finalement. Mais il y a rarement de mea culpa, notamment de la part de ces vérificateurs qui vérifient une information qui finalement s'avère vraie. Notamment, je me souviens, les origines du Covid, on avait dit que c'était quand on disait que c'était potentiellement d'un laboratoire de Wuhan. Il avait accordé un sujet là-dessus. Il y avait tout un truc, on nous disait que c'était pas possible, que c'était complotiste. Je me souviens que sur Facebook, on n'avait pas le droit de le dire, ça faisait partie des choses qu'on n'avait pas le droit de le dire, sinon on était banni. Et puis à un moment, on s'est rendu compte que peut-être que c'était possible, que ça venait d'un laboratoire. Les choses avaient changé. Luc Montagnier avait dit, notamment chez Pascal Pro sur CNews, que peut-être que le virus avait une origine humaine. Alors là, c'était complotiste tout ça. Le Figaro avait même écrit des articles, mais il faut lire les articles du Figaro. On a l'impression que c'est un roman d'espionnage. Enfin, c'est passionnant. Et tout ça, c'était complotiste. Et après, 3-4 mois après, donc c'était interdit par les fameux Julien Pain et compagnie. Puis après, 6 mois après, en fait, peut-être que ça vient d'un laboratoire. Magnifique. Et là, personne nous a dit, pardon, peut-être que vous aviez raison, ou au moins que le débat puisse exister, quoi. Après, ça n'existe jamais dans la presse, les erratums et les prises de conscience qu'on a pu dire de la bêtise. Parce qu'en général, on annonce, après, quand on se rend compte, je parle pas de moi, mais de ces médias-là, qu'il y a erreur, dans le meilleur des cas, il va y avoir un petit erratum en fin de journal caché dans un coin, mais certainement pas à la une. Du coup, le mal est fait, le message est passé, donc presque aucun intérêt à démentir. Mais bravo à Éric Brunet alors. Oui, Éric Brunet, mais c'est vrai que c'est très inhabituel. Et puis vous parlez de Pascal Pro, il y a eu un autre mea culpa qui a été donné dans une émission. Attendez, comment ça s'appelle L'heure des pros, c'est ça? L'heure des pros. Regardez ça, vous. Oui, non, mais c'est ce news. C'est ce news, je sais plus quoi. Louis, c'est le frère de Pascal Pro. C'est ça, c'est un peu ça. Non, mais parce qu'il y a un mea culpa qui a beaucoup circulé aussi, qui s'appelle un journaliste qui s'appelle Jean-Louis Burga et qui lui aussi avait fait un mea culpa sur le fameux vivre ensemble qui pourrait finalement bien s'appliquer sans forcément sans heurts, sans problème, etc., dans la paix, dans le pacifisme. Et il avait fait ce mea culpa sur le plateau de CNews qui avait là encore surpris tout le monde. Et évidemment, je voulais découper parce que je voulais quand même vous le faire découvrir si vous le connaissez pas, bien sûr. Sur la société française et sur sa capacité à vivre ensemble et à intégrer
aujourd'hui une communauté musulmane sans souci. Est-ce que vous avez évolué ou pas sur ces sujets ? Je vous réponds effectivement avec la citation d'Emmanuel Mounier, ce philosophe que personne ne connaît mais qui a dit des choses intéressantes. Et Mounier, je l'ai noté, disait « L'événement devient notre maître intérieur ». C'est-à-dire qu'effectivement, ce qui se passe dans ce monde aujourd'hui, pourtant moi je suis né en 1945, le monde dans lequel je suis né, il était tout de même assez turbulent. Mais ce qui se passe aujourd'hui m'oblige à oublier un certain nombre de certitudes. Par exemple, j'étais persuadé qu'on pouvait tous vivre ensemble. C'était mon dada, c'était ma réflexion ultime. Je pensais que ce monde multiculturel pouvait exister. Et je suis de plus en plus inquiet, pour ne pas dire plus. Voilà, par exemple, des choses sur lesquelles j'ai évolué. Il était temps. Il était temps, oui. Voilà, c'est ça le vrai problème, c'est que c'est Jean-Luc Borga, les journalistes comme Jean-Luc Borga ont régné dans les médias pendant presque 4 décennies, et forcément, directement ou indirectement, il y a une idéologie qui a circulé forcément là-dedans avec un impact colossal. Mais c'est bien de se rendre compte, vaut mieux tard que jamais. Mieux tard que jamais. C'est ça, pardon. Non, mais c'est mon rhume qui est un peu. Ouais. Et non, mais voilà, mais c'est un petit peu trop tard malgré tout, donc je sais pas si on doit vraiment le pardonner là-dessus. Et pour revenir sur Pascal Praud, il a aussi invité un énarque, une élite, on va dire républicaine, qui lui aussi a fait son mea culpa en disant finalement on peut rien faire. C'est un tribunal en fait. On a véritablement pas de pouvoir, on peut pas véritablement changer des choses. Georges Fenech ? Non, pas du tout. Je vois très bien de qui vous parlez, qui a été secrétaire de l'Élysée à l'époque de François Hollande. Mais c'est vrai que c'est un tribunal. Et pour Pascal Praud, on parle de Pascal. À chaque fois qu'il y a une chronique de Louis, on pense que c'est pas forcé non plus. C'est pas des mea culpa qui sont forcés. Pascal Praud, il prend pas par le callback en disant vas-tu t'excuser. Mais Pascal Praud n'aime pas les petits hommes gris, comme il dit. Et là, c'est vraiment la caricature du petit homme gris qui dit on peut rien faire finalement. Parce qu'il y a de la miséricorde, Corentin. Parce qu'ils peuvent le faire en sérénité parce que Pascal Praud va leur donner de l'absolution. Exactement. Et vous remarquerez que les mea culpa viennent de gens qui sont généralement à la retraite depuis bien longtemps ou qui viennent généralement de quitter leur poste et qui n'ont plus aucun risque professionnel. Exactement, de risque professionnel. Je citerai notre maître à tous, Manuel Valls, qui là d'un coup. Jacques Attali aussi. Jacques Attali également, mais donc c'est quand même assez énervant ce genre de. Justement, Jacques Attali, ce qui est intéressant, c'est que ça montre la vraie nature humaine. C'est-à-dire que Jacques Attali était souvent vu comme le marionnettiste, celui qui soufflait à l'oreille des princes, ce qui était vrai, mais il n'avait pas nécessairement du pouvoir en tant que tel. Mais en fait, on voit l'entêtement idéologique de cette personne qui a duré de longues années, mais finalement, il en revient. Et là, il fait un peu un mea culpa sur la question migratoire. Ils l'ont tous eu, Macron a eu Benalla. Oui, voilà. Pardon, je sais pas ce qu'il m'a pris. Ah ouais, lui, il soufflait pas que des mots aux oreilles. Non, c'est sûr. Ça part comme ça. Je me souviens plus du nom de la personne que vous évoquiez, c'est ça qui m'énerve. Oui, mais c'est aussi. Vous ferez un mea culpa la semaine prochaine. Il y a Gérard Larcher, c'est le nous avons une responsabilité collective. C'est qui le nous ? Il y a des gens qui critiquaient sur cette radio depuis des années la politique migratoire. Est-ce qu'ils sont dans le nous ou pas ? On est un, comme on dit. Voilà. On est un ton. Merci à toute l'équipe de Ligne Droite d'avoir été avec nous. On vous retrouve dès demain.